Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michael Holzman, CEO, co-CEO même de With The New. Bonjour Michael. Bonjour Ariane, bonjour Armelle, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, pour démarrer cet épisode, Michael, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel, les différentes étapes importantes jusqu'à aujourd'hui ? Ouais, avec plaisir. Donc je m'appelle Michael Holzman, j'ai fraîchement 30 ans et je suis le cofondateur co-CEO de With The New que j'ai lancé à la fin de mes études. Donc il y a eu peu d'étapes, il y a eu un baccalauréat, une prépa et une école de commerce. Donc c'est assez rapide. Et étant passionné de sneakers, basket, culture urbaine, et j'achetais et revendais des paires de baskets pendant toute mon adolescence, j'ai décidé de me lancer avec un ami qui est devenu mon associé à la fin de nos études, donc en fin 2017, début 2018. Et on a lancé We The New, qui est le site leader en France pour se faire plaisir, pour acheter et vendre des paires de baskets exclusives, donc on ne trouve pas en magasin ou sur Internet. Je pense qu'on en parlera un peu plus en détail après. Et donc voilà, ça s'est fait assez rapidement. J'ai eu 2 petites expériences avant de me lancer. J'ai fait 2 stages. Un en M&A, qui a été un moment assez important dans ma vie, parce que je me suis rendu du M&A, pour ceux qui connaissent moins, c'est on accompagne des dirigeants d'entreprise pour vendre leur société, acheter d'autres sociétés, lever de l'argent. Moment assez important parce que je me suis rendu compte que chaque fois que j'allais à un rendez-vous client, j'étais absolument époustouflé par des gens qui étaient partis de rien et qui avaient construit une entreprise et qui nous faisaient le tour des bureaux, etc. Et donc j'avais plutôt envie d'être de l'autre côté de la table que du côté dans lequel je me trouvais. Et une deuxième expérience en start-up qui était assez amusante, où j'avais pas mal de responsabilités dans une boîte qui s'appelait Unilane, qui fait du financement participatif. Donc ça m'a permis de voir un peu 2 mondes très différents. Et probablement que ça m'a aidé à faire mon choix à la fin de mes études, que je regrette absolument pas 5-6 ans après. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de With The New, son histoire, quelle est votre proposition de valeur ? Donc With The New, c'est une plateforme, une marketplace sur laquelle vous pouvez acheter des produits qui historiquement sont en édition limitée. C'est comme ça qu'on a commencé en 2018. C'est des produits qui, lorsqu'une paire de sneakers évidemment, qui lorsqu'ils sortent en magasin et sur Internet sont en rupture de stock de manière quasi immédiate. Quand je dis quasi immédiate, parfois c'est quelques secondes, quelques jours. Parce que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Et ce qui se passe, c'est que dès que les gens sortent de la boutique ou reçoivent leur paire de baskets chez eux, ils peuvent la revendre neuve beaucoup plus cher parce que c'est l'offre, la loi de l'offre et de la demande. Et donc, With The New, on se positionne sur le marché secondaire, donc on travaille pas en direct avec les marques. On met en relation d'un côté des particuliers ou des professionnels qui veulent revendre ces paires de baskets limitées, et de l'autre, des clients finaux qui n'ont pas réussi à les avoir au moment où elles sont sorties en magasin et sur Internet. Et on est tiers de confiance sur l'ensemble des transactions. Ça veut dire que lorsqu'un client passe une commande sur With The New, il achète le produit auprès de With The New, nous on le source auprès d'un de nos vendeurs partenaires. Aujourd'hui, on travaille avec des dizaines de milliers de vendeurs partout en Europe. Tous les produits transitent par chez nous et passent un contrôle qualité et authenticité. Donc on s'assure que le produit est neuf, sans défaut de fabrication. Évidemment que c'est pas une contrefaçon. On met le packaging qui va bien et on l'envoie au client final. Et ça, c'est le métier historique de With The New. Quand on a commencé en 2017-2018 avec David, mon associé, étant tous les deux des passionnés de sneakers, je voulais absolument que nos parents ils nous achètent 5 paires de baskets par an, ce qui est hors de question. Donc on avait le droit à 1 ou 2 maximum, et ensuite on essayait de gagner un peu d'argent.
pour se payer les 3 restants. Donc c'est vraiment comme ça qu'on est rentré dans ce marché en étant adolescent, et on l'a fait tout au long de nos études. Et ensuite, Woodenio a un peu évolué. On a certes commencé par les pairs en édition limitée, mais aujourd'hui, on est devenu l'une des plateformes de référence en France et en Europe quand on veut trouver un produit à la mode, demandé, recherché. Donc on va pas vendre de la Stan Smith en homepage sur Woodenio, même si c'est une super paire de baskets et j'en ai une à la maison, il n'y a aucun problème. Mais on va plutôt vendre les produits qui sont plus difficiles à trouver, soit vraiment le limité qu'on fait toujours évidemment, qui est notre fer de lance, mais aussi, je dirais, des produits un peu moins exclusifs, qui sont chaque année les silhouettes un peu cool, plébiscitées, que les gens recherchent, et qui peuvent être un peu plus difficiles à trouver aussi. C'est quoi les plus gros challenges que tu dois relever dans ton quotidien de travail? Je dirais que ça a quand même beaucoup évolué, hein, parce que je vais pas parler des chiffres jusqu'à maintenant, mais donc on a commencé 2018, on est 2 dans la salle à manger chez les parents de David, avec le stock dans le salon. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 100 personnes. On a les bureaux dans Paris, on a un entrepôt logistique en région parisienne, on a des corners aux Galeries Lafayette, on a un point de dépôt, tous les vendeurs parisiens qui nous vendent les produits dans le Marais. Donc même opérationnellement, de manière physique, ça s'est complexifié. Donc les challenges ont évidemment beaucoup évolué. Je pense que le début de l'aventure, c'est le 0 à 1 qui est difficile à faire, parce que quand on crée un site internet et que personne ne vous connaît, il faut faire ses premières ventes. Pour la petite anecdote, moi je m'étais posé, il y avait une chose pour laquelle j'étais un peu fort, ou du moins j'avais appris dans mes stages, c'est être bon commercialement, réussir à vendre quelque chose à quelqu'un. En fait, je l'ai fait depuis que j'ai 14 ans, quoi. Ça c'est mon truc qui m'amuse. Et donc je m'étais dit, tiens, quel est notre cœur de cible pour Woodenio? Et je m'étais dit, les joueurs de foot, ça peut être pas mal. Sauf que moi je connais rien au foot. Donc j'étais allé sur l'équipe.fr, j'avais pris je me souviens, j'avais copié-collé toute une équipe de foot, j'étais allé dans Excel, j'avais collé et j'avais tout qui s'était parfaitement mis. Donc on a envoyé des DM à littéralement toute la Ligue 1 et même la Ligue 2, et on s'est retrouvé à avoir honnêtement près de la moitié, bon, j'exagère pour me dire la moitié, mais on est monté à 120 joueurs de Ligue 1 qui étaient clients chez nous. Je connais pas tout, mais il doit être une vingtaine par équipe, ça doit faire 400 parce qu'il y a une vingtaine d'équipes en Ligue 1, donc c'était pas si mal. Et donc ça c'était le gros challenge du début, et aujourd'hui évidemment ça a beaucoup évolué. À certains moments c'est être capable de lever des fonds dans de bonnes conditions avec les bons investisseurs. On sait tous que le marché s'est évidemment durci, complexifié, donc c'est passé d'une boîte qui grandit très très vite, qui fait x2 chaque année, à une boîte et qui perd pas mal d'argent parce qu'on investit beaucoup dans les people, en marketing, à une boîte qui est rentable. Donc il faut réussir à mettre son focus là-dessus. Et donc au global, je pense que le point important, c'est quel que soit le stade de boîte dans lequel on est, être capable d'identifier ce qui est le plus important pour l'entreprise, ce qui est le plus stratégique, qui va nous permettre de créer de la valeur sur le moyen terme, et s'assurer de donner de la vision à tout le monde, de être capable de faire changer la direction de la boîte et d'embarquer tout le monde avec soi. Ça, c'est quelque chose qui est vachement difficile. Et on l'a vécu à 200% ces 10 derniers mois. Tu as dit que avec ton associé David, vous étiez d'abord amis. Quels avantages, mais aussi quels inconvénients ou quelles limites est-ce qu'il y a à travailler avec un ami? Alors, je commençais par les avantages, qui sont un peu plus nombreux que les inconvénients, si on n'aurait pas fait ça ensemble. Hein. Très personnel comme ami, mais je pense que dans une boîte, dans une entreprise, les choses qui sont importantes sont assez proches du perso, du privé. C'est-à-dire, c'est quoi les grands principes de vie dans lesquels on croit, et est-ce qu'on est aligné avec son associé là-dessus? Et si la réponse est oui, je pense que 90% des problèmes sont résolus de manière quasi instantanée. Et ça, c'est des valeurs humaines, c'est des valeurs de travail, c'est le niveau d'ambition qu'on peut avoir, c'est comment on veut équilibrer sa vie entre le travail et le perso, c'est toutes ces choses-là qui en fait viennent du perso, mais se diffusent et infusent la culture d'entreprise qu'on crée derrière. Donc comme on se connaissait en tant qu'amis, on savait ce qu'on voulait dans la vie chacun, on s'est rendu compte qu'on voulait des choses assez similaires, et ça permet en fait de tomber d'accord 9 fois sur 10. Et il y a plein de petites choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. C'est pas du tout un film américain où tout se passe bien, loin de là. Mais sur les grands principes, on est d'accord. Donc ça, c'est l'avantage d'un ami, je pense, parce qu'on a le temps de découvrir ça et de savoir si on est aligné. On peut le découvrir avec un associé purement professionnel, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais avec un ami, on a eu le temps d'expérimenter ça. Et à la base, on est devenus potes, en grande partie pour ces raisons-là. Et les inconvénients,
moi, je vais être très franc, j'en vois peu. Et évidemment que si on se projette dans les moments les plus durs de ces 6 dernières années, il y a des moments où on est moins d'accord, des moments où c'est plus difficile, donc on est peut-être un peu moins copains que quand tout se passe bien. Ça, c'est évident. Pour autant, j'ai toujours, et c'est pas la seule personne avec qui je suis ami dans la société. Il y en a à minima une autre qui a un poste très stratégique chez nous que je connaissais avant et qui nous rejoint dans l'entreprise. Et moi, j'ai mis 2 règles. La première, c'est de faire une vraie séparation entre le pro et le perso. C'est-à-dire que quand il faut dire des choses un peu difficiles, faut juste comprendre et être très à l'aise que c'est du pro, quoi. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'ai mis une limite de proximité des gens avec qui je suis ami que je veux pas avoir dans l'entreprise. C'est-à-dire, dans mes, je sais pas, il y a 3 à 4 meilleurs amis les plus proches, ça peut être, je trouve, un peu plus touchy. Parce qu'en fait, dès que je bosse pas, alors, soit je suis avec ma femme, soit je suis avec mes amis. Et donc, c'est-à-dire les vacances, le soir, les week-ends, ça se passe toujours comme ça. Donc, je pense qu'il y a aussi un certain degré de proximité que moi, je veux pas dépasser, mais ça, c'est très personnel. Euh, donc voilà. Donc évidemment, je vois beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, mais évidemment, il y en a aussi. Michael, est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote un peu spéciale que tu pourrais partager avec nous sur une situation incroyable que tu as vécue depuis que tu as créé With the New dans le salon des parents de chez ton associé. Est-ce qu'il y a depuis 2018, vous avez vécu comme ça au moins une anecdote un peu rigolote que tu peux nous partager? Moi, dans les choses qui m'ont marqué, les débuts d'une boîte, ça marque toujours beaucoup. Et tout à l'heure, je vous parlais des joueurs de foot. Donc, on a vraiment commencé à envoyer des DM sur Instagram à chacun des joueurs de foot. Et quand on a commencé, si on vendait 2 paires de baskets dans une journée, c'était jackpot, quoi. On avait gagné 200 euros. C'est super, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on parle de centaines ou milliers de commandes par jour. Et donc, à l'époque, moi, je m'étais fait ami avec un gars qui joue à Reims. Donc, j'avais pris le train pendant une journée pour aller lui vendre 2 paires de baskets à Reims. Euh, J'avais 2 trains, je devais faire un changement, 2 trains étaient tombés en panne, enfin je vous raconte pas la galère, quoi. J'avais fini par lui vendre les paires dans le PMU de la gare. On avait sympathisé, quoi, un mec qui joue en Ligue 1, qui gagne très bien sa vie. Et c'est-à-dire qu'il m'appelle 2 semaines après pour me dire qu'il joue, il s'entraîne avec la sélection ivoirienne à Chantilly. Et alors, je suis fan de foot, mais la sélection ivoirienne, il y a beaucoup de très grands joueurs qui jouent dans les meilleures équipes d'Europe, à Paris, à Manchester, etc. Je savais pas du tout ça à l'époque, parce que je connais pas grand-chose de foot, comme je vous l'ai dit. Et il me dit, faut que tu viennes me voir. Les gars, ils veulent acheter des paires, etc. Moi, je dis, ok, pas de problème. Je vais voir mes parents. Je leur dis, je peux vous emprunter la voiture. Faut que je remplisse 2 paires. Faut que j'aille à Chantilly demain. Donc, on met quasiment tout le stock à l'intérieur de la voiture et on part à Chantilly. Et quand j'arrive là-bas, hôtel 5 étoiles, les concierges à l'entrée, ils me regardent avec 20 sacs posés, une voiture, parce que mes parents avaient une voiture verte pomme à l'époque, un peu bizarre comme couleur. Mais bon, c'était une bonne voiture, mais la couleur allait pas trop. Ils me demandent qu'est-ce que je viens faire là, quoi. Et j'appelle le gars en question, il sort la tête de la fenêtre comme si on était chez lui, il descend, il me dit, ah, je te file un coup de main, je vais t'aider à porter les paires. Et on monte, on met tout dans sa chambre. Et il y avait lui, le mec avec qui il partageait la chambre. Je me dis, bon, bah, je vais leur rendre des paires et je repars dans 1 heure, quoi. Et en 10 minutes, t'as les 3 quarts de l'équipe qui se sont ramenés, et qui ont tous commencé à vouloir acheter des paires. Euh, et moi, j'essayais de récupérer les numéros de téléphone de chacun. Et je faisais des énormes bourdes, quoi, parce qu'il y avait un mec qui s'appelait à l'époque Eric Bailly, qui joue à Manchester United, qui a, je crois, 1 ou 2 millions de followers sur Insta. Il me met son numéro, il me donne le téléphone, et moi je le regarde, et je dis, je pars ton prénom. Le mec me regarde, mais comme si j'étais le dernier débarqué, quoi. Je comprenais rien. Et il s'avère que dans cette journée, on avait vendu pour l'équivalent de 1 mois de chiffre d'affaires à l'époque. Donc je suis reparti, je suis rentré chez moi. Failli avoir un accident sur le retour, je devais être un peu trop excité. Euh, et le soir, je rentre tout dans un petit Excel pour bien suivre nos comptes, etc. Et le mec me rappelle, il me dit, il faut que tu reviennes demain, quoi. Et le lendemain, je suis reparti, rebelote. Donc voilà, c'était un bon souvenir. Et à l'époque, le seul joueur que je connaissais, c'était un mec qui s'appelait Serge Aurier, parce qu'il jouait à Paris. Et je me souviens quand il est arrivé, je me suis mis à bégayer. Je savais pas. Enfin bref, j'étais vachement impressionné. Donc en fait, c'était une très bonne chose que je n'ai absolument aucune idée de qui était qui et qui était important ou pas. Mais il s'avère quoi, il y avait des joueurs de l'AC Milan, du Paris Saint-Germain, de Manchester United. Enfin bref, les plus grands clubs européens pour faire simple. Wow. Juste une petite question comme ça. Comment t'expliques cette hype autour des sneakers? Si on parle vraiment des sneakers limités, en fait la réponse, je l'ai déjà donnée, quoi. C'est de manière générale, les gens veulent des choses que les autres n'ont pas.
Et ça, en fait, quel que soit le produit, hein. Ça peut être les baskets, ça peut être les montres, ça peut être les voitures, ça peut être certaines marques de vêtements, de la maroquinerie, et ça à tout niveau, en fait. Sur des choses qui sont moyennement chères, extrêmement chères, hors de prix. Et donc sur les sneakers, il y a eu, si on prend un peu de hauteur, et que je vous donne pas la réponse vraiment 1.0 qui c'est limité, donc les gens les veulent, et c'est pour ça que les gens se l'arrachent. Je pense qu'il y a le fait que la culture urbaine, le hip-hop et les têtes d'affiche aujourd'hui sont des gens issus de la culture urbaine, et ça dans un univers très varié, hein. On prend l'univers du luxe, regardez les ambassadeurs d'une marque comme Tiffany, qui est une marque de bijoux, c'est Jay-Z et Beyoncé. Vous regardez l'ambassadeur de Dior en France, c'est un Kylian Mbappé. Vous regardez les artistes les plus streamés sur Spotify, ça va être un artiste comme Drake. Donc voilà, il y a la culture urbaine qui est la culture dominante aujourd'hui, et les marques de sneakers, de streetwear l'ont bien compris. Donc elles s'associent avec eux pour faire des capsules inédites, et c'est vrai que ça crée un engouement particulier. Et je pense que c'est ça qui fait que les produits se revendent aussi cher, et aussi parce qu'il y a des choses assez uniques, hein, qui se sont jamais faites. Aujourd'hui, vous avez Nike collabore avec Louis Vuitton pour faire une paire d'Air Force One qui se vend 2 000 €. Je veux dire, ça n'existait pas il y a 20 ans, quoi. Donc, et ils en font très très peu. Et il faut être super client Louis Vuitton pour avoir le droit de l'acheter. Donc même pour les bons clients Louis Vuitton, on n'est même pas sûr de pouvoir avoir la paire de baskets. Donc évidemment qu'il y a des bonnes stratégies marketing derrière, hein. Aujourd'hui, l'exclusivité, elle se fait plus par la rareté et l'accès au produit que par le prix. Et je pense que c'est ça qui plaît aux, je vais pas dire plus jeunes générations, mais en tout cas, ce qui est le gros de notre clientèle, 18-34. C'est ça qui leur plaît aujourd'hui. Si tu regardes ton parcours depuis la création de With the New, selon toi, quelle a été ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens? Je pense avoir fait 2 grosses erreurs. La première, donc moi je suis en charge de toute la partie finance business et HR chez With the New, et David, mon associé, il gère toute la partie produit et expérience, au sens produit tech, parce qu'on a une boîte tech. Là. En réalité, la plus grosse équipe dans la boîte, c'est les tech, même si on a un site de basket. Et il gère aussi toute la partie marque et brand With the New. Donc moi, j'ai fait une erreur sur mes 2 domaines de prédilection. J'ai fait vraiment plein de choses très bien. Mais la première, sur la partie recrutement, il y a un moment, j'ai absolument voulu recruter les plus gros, les plus beaux profils, les plus expérimentés, quel que soit le prix, etc. Donc l'erreur, elle n'était pas tant sur le combien ça coûte, mais plutôt sur le fait de avoir vu le recrutement comme de la vente pure. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'arrive à convaincre. Et peu importe si, en fait, je pense que le meilleur profil, il faut que j'arrive à convaincre. Et si j'arrive à convaincre le meilleur profil, j'ai gagné. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était plus une histoire de matchmaking que il faut prendre la meilleure personne sur le papier. Donc j'ai recruté quelqu'un hyper haut passé chez Chanel, j'ai recruté quelqu'un qui était CFO d'une boîte de 500 millions, alors qu'on faisait soit 50 à l'époque. On a fait 100 après, mais on faisait que 50 à l'époque. Et je me suis planté, en fait. Et un troisième aussi qui avait un très beau parcours, et j'avais pas suffisamment écouté les équipes, donc j'ai appris énormément de choses sur le recrutement à ce moment-là. Écouter à fond les équipes, le moindre truc on n'y va pas, faut vraiment pas se presser, et c'est pas une course à recruter le meilleur profil, c'est quel est leur meilleur profil pour nous et pas quel est leur meilleur profil sur le papier. Et deuxième erreur, c'était plus sur du pilotage de cash. On était dans un monde où c'était très facile de lever de l'argent, on pouvait, je vais pas dire dépenser sans compter, mais ce qui importait c'était la croissance, et ce qu'il y avait en bas, quoi, en EBITDA, ce qu'on perdait par mois, ça avait peu d'importance à l'époque, et c'était la norme du marché, hein. Mais j'aurais dû voir un peu plus moyen terme. Si on perd, en fait, on peut continuer à perdre ce niveau d'argent-là, c'est pas le problème, si on grandit, mais jusqu'où on a du cash, comment on vit, comment on pilote financièrement. Et là-dessus, j'étais un petit peu léger. Alors après, je suis pas CFO, hein, et ça allait très 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 vite, et les volumes étaient très très importants, mais gros enseignement que je garderai avec moi dans mon sac à dos toute la vie, quoi, parce que ça a été assez sport, et surtout les deux sont arrivés en même temps. Donc il y a eu des moments où il a fallu se retrousser les manches, mais bon, ça s'est très bien fini. On a levé 20 millions avec des super fonds. Il y a très 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 belles choses qui se passent là sur la fin d'année 2023 et début 2024. On atteint tout juste la rentabilité. Enfin bref, on a bien redressé la barque, mais il y a eu des moments sport, quoi. Et justement, quand c'est dur, qu'est-ce qui te fait tenir? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu t'accroches? Je pense qu'il y a
le goût du challenge de manière générale. Après, il y a des moments où c'est très très dur, donc c'est plus un challenge, quoi. C'est un peu de la survie, quoi. Ça, tous les entrepreneurs, ils l'ont vécu d'une manière ou d'une autre, dans leur première boîte, dans la deuxième boîte. Enfin bref, à un moment, on le vit, ce truc-là. Donc nous, on a eu 4 ans d'idylle, et à un moment, ça a commencé à bien secouer, mais ça a secoué très vite, très fort. Donc je pense que il y a un peu d'instinct de survie. Et ensuite, il y a la confiance qu'on a dans le projet sur le moyen terme, en fait. Si à un moment, alors, est-ce que l'entrepreneur est trop optimiste? Je pense qu'il faut être très optimiste de manière générale, parce que sinon, c'est facile de baisser les bras à plein de moments. Mais je pense que quand on garde une conviction forte sur le potentiel du projet sur le moyen terme, il y a des moments, en fait, on décide juste de plus compter ses heures et d'avancer, pas tête baissée, parce qu'il faut pas être trop tête baissée, il faut essayer d'être capable d'avoir un peu de hauteur, mais on zone à 500%, en fait. Il n'y a pas de demi-mesure, on donne tout, et on a la vision des 10 prochaines étapes, mais on sait que les 9 prochaines étapes ne seront possibles que si la première est franchie. Et donc on donne tout pour la première. Et je pense que c'est ça qui permet de tenir, et évidemment qu'il y a les équipes, évidemment qu'il y a mon associé, évidemment qu'il y a toutes ces choses-là. Ça c'est indéniable, mais ouais, je pense que c'est l'envie de montrer qu'on est capable, et la confiance qu'on a dans le projet sur le moyen terme. Je pense que c'est ça qui nous fait tenir et qui nous fait aller de l'avant dans des moments où c'est très très difficile. Et mine de rien, il commence aussi à y avoir pas mal de gens qui comptent sur nous, quoi. J'y pense jamais, mais il y a grosse centaine de personnes qui ont versé un salaire tous les mois. Donc voilà. Et à contrario, quelles ont été tes plus grandes satisfactions, tes plus grands accomplissements, ce dont tu es le plus fier? Je pense que c'est la boîte qu'on est aujourd'hui au global. Ça, c'est vraiment une vraie fierté. Et on peut le voir à plein de niveaux, hein. On peut le voir en termes de positionnement qu'on a réussi à avoir sur le marché, la marque qu'on a réussi à développer, les chiffres qu'on fait, hein. Certaines années, c'était une croissance extrêmement soutenue où on perdait beaucoup d'argent. Mais 2023, en fait, on finit l'année avec de très bons chiffres et on est rentable sur la fin d'année. C'est aussi une très très grosse fierté. Donc je pense que c'est le projet, c'est les gens, hein, qu'on a dans la boîte. Franchement, parmi mes plus grandes fiertés, il y a certains recrutements, et le fait de réussir à fidéliser des profils extrêmement talentueux, parce que je pense qu'aujourd'hui, sur les profils strat de la boîte et même en dessous, hein, il y a des gens qui pourraient aller bosser n'importe où, en 3 semaines ils peuvent changer, donc le fait qu'ils soient chez nous, c'est génial. Et ça, on en est super fiers. Et voilà. Donc je sais pas si j'ai une grande fierté. Je pense que c'est que le projet soit sur ses 2 pieds, en bonne santé aujourd'hui, que ça se passe bien. Que c'est sport de le faire dans le contexte actuel. Et bon, il y a 2-3 news que je peux pas annoncer, mais on est en train de faire 2-3 choses assez stratégiques en ce moment. On est content. Les levées de fonds, c'est des moments très très forts aussi, hein. C'est pas une fin en soi, mais bon, on va se parler franchement. Quand vous êtes une boîte qui perd de l'argent, vous levez pas d'argent, bah, vous avez le tribunal de commerce, hein. Vous êtes capable de mettre la boîte à l'équilibre, mais bon, les boîtes qui grandissent très très vite perdent en général des centaines de milliers d'euros par mois. Pour bridger le gap, faut soit diviser son équipe par 2, soit on n'est pas capable de le faire, quoi. Donc les levées de fonds, en fait, désolé pour l'anglicisme, j'en ferai qu'un dans le podcast, c'est l'enabler, c'est ce qui nous donne de la capacité, en fait, à construire les étapes d'après. Donc elles sont très très importantes parce que elles nous permettent de construire les niveaux suivants, qui sont des moments très 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 importants dans la vie de la boîte. Et je pense que les fonds qu'on a au capital aussi, c'est une grosse fierté, parce qu'on a des gens extrêmement bons qui comprennent notre marché, qui comprennent aussi leur place par rapport à la boîte. Ils sont pas là pour prendre les décisions à notre place. Enfin bref, voilà. Je pense que la réponse globale, c'est la société qu'on est aujourd'hui, avec toutes les parties prenantes que ça. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, une sorte de mantra qui t'a peut-être pas quitté, ou en tout cas auquel tu t'es référé régulièrement pour avancer dans ce projet? Moi, ce que je fais déjà de manière générale, un conseil, c'est jamais facile, hein, de sortir, mais je pense que le plus important pour un entrepreneur, c'est être capable de constamment apprendre, de constamment grandir, de constamment évoluer, de devenir meilleur. Moi, je tiens une page, en fait, où toutes les semaines, tous les mois, je note mes learnings. Et, il y en a pas 1000, hein, il doit y en avoir entre 50 et 100. Et chaque année, j'essaye de un peu les reclasser du plus important au moins important, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on a réussi à vraiment assimiler, on se rend compte qu'on le fait au quotidien, et d'autres choses sur lesquelles il faut qu'on le relise un peu régulièrement pour que on le garde bien avec nous. Moi, il y a un conseil qui m'a été donné, mais alors franchement, c'était au tout début de mes études, mais pas pourquoi je trouve que c'est
un truc génial, c'est quand tu fais quelque chose, fais-le à fond. Et ce que j'entends par là, c'est quand je bosse à fond, et quand je me détends à fond. Et je fais pas le samedi où je bosse 2 heures, ensuite je regarde un peu YouTube, et ensuite je rebosse un peu 2 heures, et dimanche je fais pareil. En fait, j'ai l'impression d'avoir passé ma semaine à bosser. Pareil le soir, en fait. Le soir, soit je décide de vraiment bosser 1 heure et demie, parce qu'il faut que je fasse des choses, soit je me détends et en fait je débranche mon cerveau. Et pour tenir sur le long terme, je pense qu'il faut être capable de vraiment scinder le perso du pro dans sa tête en fait. On peut pas complètement le faire. Moi, je rentre évidemment que je suis un peu stressé ou je suis un peu saoulé ou je suis un peu tendu à certaines journées. Il y a des journées où tout va très bien, quoi. Il y a les bonnes nouvelles, donc j'arrive grand sourire. Je prépare à manger, je fais tout ce qu'il faut faire, quoi. Tout est parfait. Il y a d'autres soirs, c'est pas du tout le cas. Mais si on n'est pas capable, ouais, de débrancher son cerveau quand on part du travail, je pense qu'il y a un moment, il y a l'un des deux en fait qui va en souffrir. Et moi, je veux pas du tout. Enfin, comme tout le monde, quoi. J'imagine, j'ai envie de réussir le perso comme le pro, quoi. Donc voilà, faire quelque chose à fond et être capable de débrancher, et je pense que ça c'est le truc le plus important. Et on veut tenir sur le long terme sur des choses qui peuvent être très très intenses et très prenants. Enfin, l'année dernière, fallait que j'organise mon mariage et que je fasse une levée de fonds qui était cruciale pour l'avenir de la boîte, quoi. Et donc faire les deux en même temps, c'est un peu sport, quoi. Et je l'ai vu que c'était un peu sport. Donc voilà, on essaye d'apprendre chaque année de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu. Émotionnellement, ça a dû être particulièrement intense à tout point de vue. Ouais, mais les deux ont marché, donc au final, c'était que du bonheur, hein. J'ai réussi à lever de l'argent, j'ai pu faire le mariage que je voulais, et j'ai pu prendre 3 semaines de vacances parce qu'on avait de l'argent sur le compte en banque. Donc peut-être que cette année sera beaucoup plus difficile. 2022 était sport, donc je me suis dit bon, on va équilibrer ça. 2023 est un peu plus sympa. On va voir ce que 2024 a pour nous, mais voilà, chaque année c'est nouvelles aventures. Tu as évoqué à plusieurs reprises les levées de fonds. Est-ce que tu peux nous raconter justement votre parcours de levée de fonds avec With the New, quelles difficultés vous avez rencontrées, éventuellement, est-ce que vous avez senti des différences entre le parcours de la première levée et le parcours de la dernière levée que vous avez effectuée, parce que les montants sont pas les mêmes, les personnes auxquelles vous vous adressez sont peut-être pas les mêmes non plus. Est-ce que ça change des choses? Donc on a levé 3 fois des fonds. On a fait un tour de seed en 2019 auprès de Business Angel. Beaucoup de gens de l'écosystème, entrepreneurs essentiellement. Et là, on n'avait jamais fait l'exercice, quoi. Donc c'était et je connaissais personne, quoi. Moi, j'avais pas. Moi, j'ai des parents absolument exceptionnels, hein, qui m'ont donné tout ce dont j'avais besoin, mais ils n'avaient pas 100 000 euros pour ma levée de fonds. Et honnêtement, c'est pas grave du tout. Mais donc, je connaissais personne et je suis parti de zéro. Donc ça, c'était une sacrée expérience. De lever de l'argent et de convaincre des gens, en fait, pour la première fois de ta vie, de te donner 10, 20, 50, parfois même 100 000 euros. Donc, ça a été difficile. Mais j'ai fini aussi par avoir des oui pour 100 000 euros par mail. Ce qui est assez dingue, quoi. Il y a un gars avec qui j'ai échangé 6 mails. À la fin, il m'a dit OK pour investir 100 000 euros. J'ai un stagiaire qui nous a présenté son voisin, parce qu'il habitait dans un chouette endroit, qui a mis 100 000 balles aussi. Et j'ai rencontré peut-être 100 personnes pour qu'ils me filent 100 000 euros. Donc il y a eu de tout au final. Et ensuite on a fait 2 tours plus traditionnels, série A, série B. Série A de 10 millions d'euros, série B de 20 millions d'euros, avec des fonds d'investissement. Série A, on l'a fait avec un fonds absolument exceptionnel qui s'appelle Singular, qui est assez récent, qui a été monté par 2 personnes qui étaient chez Alven avant. Et nous, c'est l'un des 2 partenaires qui s'appelle Jérémy Usan qui a fait l'opération. On était dans le moment où le marché était assez euphorique d'un point de vue des levées de fonds. On sortait, nous, de l'année Covid 2020. On a clôturé la levée tout début 2021. Et bon, je pense que vous avez vu quelques personnes dans le podcast, probablement. 2020, en fait, c'était une année absolument exceptionnelle pour les e-commerçants. Même si moi, j'ai passé mon année à faire de la logistique parce que les personnes voulaient plus se déplacer et sortir de chez eux. Ce qu'évidemment, je respecte. Donc, j'ai passé mon année 2020, ouais, à préparer des cartons, alors que la boîte allait faire quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais donc ça s'est fait, je dirais, relativement facilement, parce qu'on avait de très très bons chiffres et que le marché était très enthousiaste, point de vue des levées de fonds. L'excellente nouvelle, c'est qu'on a fini probablement avec l'un des meilleurs fonds français pour une série A, et on en est très content jusqu'à aujourd'hui.
Et ensuite, série B, un contexte extrêmement différent, 2023, où on va dire l'économie commence à se durcir un petit peu, l'e-commerce aussi, même si nous on faisait de très très bons chiffres. Par contre, du point de vue des levées de fonds, je dirais que c'est le début de la dégringolade, des valorisations, des tours, des gros tours, et surtout nous on commence à être sur des valorisations qui sont plus importantes parce que la taille d'entreprise a significativement grandi et les montants qu'on lève sont aussi beaucoup plus importants. En fait, on parle plus de lever 1 ou 2 millions d'euros, ou même 5, ce qui à l'époque, en 2019, me paraissait colossal. On parle de lever une ou plusieurs dizaines de millions d'euros. Et même si aujourd'hui on jongle avec des chiffres un peu plus importants dans le business au quotidien, et on vient à la réalité, c'est des sommes d'argent absolument colossales, quoi. Euh, mais je le voyais pas comme ça, en totale transparence. Et donc cette deuxième levée a été plus difficile, tout simplement parce que tout le monde était beaucoup plus sur ses gardes, tout le monde voyait les valorisations baisser, se demandait jusqu'où ça allait baisser, ils voyaient l'e-commerce se casser un peu la figure, alors que nous on avait d'excellents chiffres, quoi. Je veux dire, 2023 on fait x2, l'e-commerce en France, c'est pas les chiffres, mais on est entre -10 et 0, quoi, de manière générale. Et donc ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Mais au final, ça s'est très bien terminé. Donc on est extrêmement content. On a 2 nouveaux fonds qui sont rentrés. Donc un nouveau fonds qui a l'idée le tour qui s'appelle C4 Venture, avec une personne qui s'appelle Boris Bakesh chez eux, qui a tout de suite compris le modèle, le potentiel du marché, et avec qui on a eu un très bon fit humain. Et évidemment, ça aide dans ce genre de moment. Et un fonds en Middle East qui est le groupe. En fait, c'est pas un fonds, c'est plutôt un groupe, mais qui a toute une partie investissement qui s'appelle le groupe Chaloub, qui est, je dirais, l'un des principaux distributeurs et acteurs du retail au Middle East. Ils ont entre autres des joint ventures avec une grande partie des marques d'LVMH. Donc eux, ils comprennent le marché très 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 vite. Et on est tombé sur quelqu'un de brillant, assez jeune, qui avait mon âge, chez eux, qui s'appelle Alex, et qui comprenait très très bien le marché et qui voyait l'opportunité. Donc série B un peu plus sport, mais qui s'est bien fini avec de très bonnes personnes, et on est extrêmement content parce qu'on a un bon mix d'expertise autour de la table, et ça a beaucoup de valeur pour nous. C'est quoi le ou les conseils que tu donnerais à des entrepreneurs qui voudraient lever des fonds? Puisque tu as expérimenté série A, série B. Ça va vraiment dépendre de quel tour ils veulent lever, hein. Une série A, un seed et une série C, ça n'a rien à voir, mais j'imagine que les gens qui font une série C, ils n'ont pas besoin de moi. Même une série B, ils doivent quand même pas mal connaître. Donc sur les tours plus early, je vais dire seed et série A, je pense qu'il faut être très bien préparé. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et être bien préparé, ça va jusqu'à se faire 1 ou 2 tours de chauffe. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se trouver 1 ou 2 personnes qui sont dans cet univers-là et qui vont identifier les 2-3 questions importantes, les 2-3 zones où on est un petit peu faible, et les 2-3 choses qu'on n'a pas vues. Même si on réfléchit en disant il faut que je pense à toutes les éventualités, il y a toujours des choses qu'on voit pas. Et ça, c'est extrêmement valuable parce que qu'on veut surtout pas, c'est aller voir les personnes qu'on veut en premier et qui nous posent les questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses, ou on a une réponse, mais la réponse, elle est bonne qu'à 50%. Et donc je pense que ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important d'y aller par étapes et de vraiment bien préparer et éventuellement de faire 1 ou 2 tours de chauffe. Et il faut aussi savoir connaître le bon timing pour aller voir le marché. Le bon timing d'un point de vue de l'entreprise, est-ce qu'on a les bons chiffres, les bonnes métriques, mais ça normalement les gens le savent. Et est-ce que le marché est plutôt enthousiaste en ce moment, ou est-ce qu'il est plutôt réfractaire à mettre de l'argent dans des nouvelles boîtes? Et oui, la dernière chose que j'ai pas dit qui est extrêmement important, c'est qui fait quel type d'investissement, autant en particulier qu'en fonds, et qui est en charge de ces sujets-là et quelle est la bonne personne. Parce que la réalité, même de la vente, on se rend compte parce qu'on commence à signer des marques en direct maintenant. Historiquement, on travaillait pas avec les marques. Si vous êtes bon commercialement, c'est souvent le cas des gens qui montent une boîte, ils sont plutôt bons là-dessus. C'est assez facile de convaincre la personne qu'on a en face de soi. Le problème, c'est que cette personne-là, elle va devoir convaincre soit ses autres partenaires, soit les autres personnes du fonds, que l'investissement qu'il propose est le bon investissement. Et rentrer par la bonne porte, c'est rentrer par la personne qui probablement va savoir défendre votre investissement, va comprendre votre univers, va être capable de bien la présenter, et en fait va pas tomber de sa chaise dès qu'on lui pose les 2-3 questions un peu touchy, qui vont venir inévitablement.
soit première layer, enfin premier tour, deuxième tour, troisième tour, avant de décider si on investit dans une nouvelle entreprise. Mais voilà, je pense que c'est les quelques conseils que j'ai avant de se lancer pour lever de l'argent. Si on parle un peu de ton industrie, qui est très spécifique, qu'est-ce qui a changé ces dernières années et quelles sont les évolutions qui t'ont le plus marqué? Alors nous, ça a beaucoup changé depuis 18 mois. On a vraiment commencé par toutes les paires de baskets en édition limitée dont je vous parlais tout à l'heure. La réalité, c'est que nous, ça va faire une bonne année qu'il y a moins de paires en édition limitée. Donc, il y a toujours autant de demandes sur les sneakers, mais moins d'éditions limitées et plus de produits cool, à la mode, recherchés, disponibles en magasin. Historiquement, quand on a vraiment commencé 2018-2022, vous alliez chez les principaux retailers ou sur les sites internet, il y avait vraiment pas grand-chose d'intéressant, de sexy qu'on avait envie de s'acheter. Et ça a massivement évolué depuis 1 an et demi pour plein de raisons, hein. Consommation qui baisse un peu, les marques qui ont surproduit parce qu'en fait, Covid a été énorme, post-Covid a été énorme, tout le monde était en rupture de stock, donc tout le monde s'est extrêmement stocké en produits. Sauf que la réalité, c'est que la consommation a baissé un peu, donc tout le monde a beaucoup de stock. Et donc des choses qui devaient finir en rupture de stock en 2-3 jours restent sur les étagères pendant des semaines. Donc notre edge qui était, vous trouvez pas grand chose dans le retail qui est sympa, venez trouver les trucs cool chez nous, a été énormément secoué en 2023. On s'est retrouvé avec beaucoup de trucs cool chez les retailers, donc moins de raisons de venir chez nous pour trouver des produits sympas. Et donc il a fallu qu'on soit capable, d'adapter notre offre, de développer notre sourcing sur des nouveaux produits, d'être compétitif sur ces prix-là. Et un des gros chantiers que ça a engendré, c'est le fait qu'on commence à échanger en direct avec les marques et à signer des marques sur 3 verticales: sneakers, streetwear et accessoires. Et donc là, on signe des marques, je ne peux pas dire les unes après les autres, on va attendre de signer les marques les plus importantes pour dire ça, mais ouais, on a signé on a lancé le projet juste après l'été de l'année dernière, on a dû signer 5-6 marques sur le Q4 de l'année dernière. On objectif d'en signer 5-6 sur ce début d'année. Je crois à peu près une quinzaine au total cette année. Donc, l'offre va vraiment évoluer sur We The New. Tant sur la partie sneakers, en allant chercher un peu plus de profondeur, que sur les verticales streetwear et accessoires. Et donc, on pense que le potentiel de croissance est absolument énorme. C'est ça qui rend le projet intéressant. Et donc, c'est ça, je dirais, la plus grosse évolution de notre marché sur les 5 dernières années. Super, merci beaucoup Michael Holzman, co-CEO de We The New, d'avoir été notre invité sur cet épisode. Voici les 6 points clés. Oui, vous avez bien entendu, les 6 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que créer de la rareté pour créer de la désirabilité est une stratégie marketing redoutable pour développer sa marque et son business. Le second point, c'est que le recrutement est un exercice très différent de la vente. Il faut plutôt rechercher un profil qui fit avec son équipe et avec son entreprise que le profil idéal sur le papier. Le troisième point, c'est que quand vous êtes dans le dur, dans le rouge très foncé et en mode survie, prenez du recul et regardez la viabilité de votre projet sur le moyen long terme. Voyez-le un peu comme un escalier finalement, où pour atteindre la dernière marche, il faut d'abord voir comment monter sur la première et ce qui se présente à vous. Le quatrième point, c'est que les levées de fonds et les fonds qui s'investissent auprès de vous, permettent de construire les étapes d'après. Il est essentiel de bien soigner ces étapes de la vie de votre entreprise. Le cinquième point, c'est la punchline de Michael. Quand tu fais quelque chose, fais-le à fond. Et enfin, le sixième point, il faut être très bien préparé quand on se lance dans une levée en seed ou en série A. Pour cela, allez d'abord faire une sorte de petit tour d'échauffement auprès d'investisseurs qui ne sont pas nécessairement ceux que vous voulez avoir. Et évidemment, même pour réussir cette étape-là, il faut d'abord avoir bien identifié les fonds pertinents pour vous et dans ces fonds, les partners qui seront sensibles à votre sujet. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor ?
alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.